XVe siècle, le château du Plouy, forteresse faite de briques et de pierres blanches en forme de fer à cheval, est protégé d'une double enceinte de remparts. 2 tours en défendent l'entrée, séparées d'un premier rempart par un pont-levis. Un double fossé, empli des eaux de la Naviette, en fait une forteresse à l'abri des menaces. Le château est propriété du châtelain de Lille, Jean de Luxembourg, qui vient prendre ses quartiers d'été à Finlampin pour y chasser dans la forêt giboyeuse. À sa mort, son épouse, la comtesse Jeanne d'Ancre, délaisse leur résidence de Lille pour venir vivre au château du Plouy, qu'elle apprécie pour son charme forestier. C'est ici que commence le récit du littérateur et biographe français douaisien Hippolyte Romain Joseph du Tilleul, extrait des petites histoires des pays de Flandre et d'Artois, publié en 1835. Au village d'Attiche, situé au pied du mont Zampevel, se trouve une modeste chapelle ombragée par 2 tilleuls plus que séculaires. Elle est consacrée à la Sainte Vierge Marie. Au centre du petit pignon qui la décore, on voit une pierre gravée portant une sorte d'écu, au milieu duquel est une plume. Ces mots se lisent et l'entourent. Sans plume, le clerc ne peut écrire. J'avais souvent visité ce village dans ma jeunesse, et bien des fois depuis, j'avais cherché à deviner le sens de l'inscription. Toujours il m'avait fui. L'hiver dernier, le hasard me fit rencontrer un soir, dans un ancien château peu distant d'Attiche, un vieillard octogénaire, dont la conversation pleine de charme et de variété révélait une grande richesse de souvenirs. Après une longue causerie toute d'abandon sur les anciennes traditions du pays, je lui parlais de l'inscription de la chapelle d'Attiche. Il se mit à sourire et, sans se faire prier, commença ainsi. Cette histoire est peu connue, mais je l'ai entendue conter il y a bien des années, car je venais d'achever ma philosophie au collège d'Anchin à Douai. Nous étions en visite au Plouy, qui fut, comme vous le savez, la propriété des anciens châtelains de Lille, et ensuite un des apanages de Henri IV et du duc de Vendôme. Dans une veillée, un chanoine de Séclin, conteur aimable et spirituel, voulut bien nous en récréer. Je ne prétends pas vous donner une idée du charme qu'il sut répandre sur son récit. Je veux seulement satisfaire votre désir. Madame Jeanne d'Ancre, dame du Forêt et du Beau, châtelaine de Lille, avait fixé sa demeure en son château du Plouy. Depuis la mort de son seigneur et époux Jean de Luxembourg, dit Cavelius, le bâtard de Ligny, elle avait cessé de résider à Lille, et elle n'y retournait que rarement. Parmi les personnes qui composaient sa petite cour était un jeune clerc nommé Gauthier. Il était né au village d'Attiche et servait à la châtelaine
de pages et de secrétaires. La dîme d'Atiche, qui appartenait au chapitre de la collégiale de Seclin, avait été donnée en ferme au père du jeune Gauthier. Les chanoines, ayant reconnu dans cet enfant d'heureuses dispositions, l'avaient fait élever avec soin, et pour conserver un appui à la cour de la puissante châtelaine, ils l'avaient placé auprès d'elle. Le clerc avait alors 18 ans. Il était doué de toutes les perfections de corps et de l'esprit. Près de la Dame du Forêt se trouvait aussi une fille noble du château d'Érigny. Elle était sa filleule, avait pour nom Hélène et comptait 16 printemps. Ses yeux bleus, ombragés de longs cils noirs et soyeux, ses traits nobles et distingués, sa belle chevelure blonde, son doux parler n'avait pas laissé froid le cœur du jeune clerc. Hélène s'en était aperçue, et quoiqu'elle fût de sang noble, que Gauthier ne fût que le fils d'un vilain, elle n'avait pu se défendre contre les amoureux regards, les galants propos, les attentions délicates et empressées du beau clerc. La châtelaine avait deviné la passion des jeunes gens, et loin de s'en courroucer, elle rêvait leur bonheur dans un avenir peu éloigné. Elle avait même trouvé les moyens de vaincre les obstacles que présentait la différence des conditions et de les conserver près d'elle, tant était grand son attachement pour ses deux enfants, ainsi qu'elle se plaisait à les nommer. La cour des comtes de Lille, créée par le duc Philippe le Hardi, offrait les moyens d'élever au rang d'homme noble son favori et de lui en faire bientôt obtenir le titre. Sa fortune foncière, elle la ferait, et d'ailleurs, Gauthier était le fils du plus riche vilain de la contrée. La dame du Beau et du Forêt avait depuis longtemps des affaires à régler avec la cour de Rome. C'était pour la plupart des fondations pieuses qu'elle voulait faire avant sa mort. Elle se décida à y envoyer Gauthier pour mettre un terme à toutes les lenteurs. Quoiqu'il fût jeune, elle avait une entière confiance dans son savoir et sa prudence, confiance d'ailleurs bien méritée. La veille du départ de Gauthier, les deux amants étaient assis au soleil couchant, sur un banc de pierre, auprès d'une des grosses tours à l'entrée du noble manoir. Que de temps, mamie adorable, je vais passer sans vous voir. Las, ne m'oublierez-vous pas? Hélène, n'en ayez souci, jamais ce cœur ne battra que pour vous. Chaque soir, lorsque la lune brillera au ciel, quand teintera le couvre-feu à l'abbaye de Falampin, mes yeux s'élèveront vers l'astre, et je prierai Notre-Dame de Bon Secours de vous être en aide à travers tous les périls. Et à la même heure, je fixerai aussi mes yeux sur la belle, comme si, dans son disque, je devais vous revoir. Je rêverai à votre retour, Gauthier. Et moi, au bonheur qui m'attend alors comme l'a promis Madame la Comtesse,
car je serai auditeur à la chambre de Monseigneur le duc de Bourgogne à Lille, et le seigneur d'Érigny ne me refusera pas votre main. La cloche du Plouy, annonçant le souper de la châtelaine, vint abréger cette tendre entrevue. Hélène s'était levée précipitamment, mais Gauthier la retenait par la main. Hélène, partirai-je sans emporter de vous un souvenir? Si vous me donniez une des plumes dont votre toque est ornée, que je serais heureux d'emparer mon mortier. La jeune fille détacha promptement une de ses plumes et la jetant au beau page, lui cria malignement en s'échappant. Sans plume, le clerc ne peut écrire. Gauthier avait quitté depuis plus d'un mois la cour de la châtelaine. Tout y était dans son calme ordinaire. Hélène calculait chaque jour combien de temps encore s'écoulerait avant le retour de Gauthier, car penser d'amour était son plus doux passe-temps. Alors, le comte de Harnes, l'un des plus riches et des plus puissants seigneurs de l'Artois, avait fait les apprêts d'un grand tournoi, auquel toute la fleur de la chevalerie du pays était invitée d'assister. Madame la châtelaine ne voulut point refuser l'invitation du comte. Elle le connaissait altier, vindicatif, et elle avait tout à redouter de la violence de son caractère. C'était par une de ces belles matinées d'automne, assez communes dans notre bonne Flandre. Le soleil commençait à dorer le fait des grosses tours de pluie, lorsque deux trompettes qui ouvraient la marche du cortège traversèrent le pont-levis du château. Venaient d'abord les officiers de la cour châtelaine, puis une magnifique litière toute dorée dans laquelle se trouvait Madame la Comtesse, ayant à ses côtés sa filleule bien-aimée et en vis-à-vis deux dames d'honneur. Cette litière était portée par 4 mules espagnoles, ornées de beaux caparaçons, de hauts plumets et de clochettes au son argentin. Chaque mule était guidée par un homme de pied. Autour de la litière marchaient les chevaliers de Madame, montés sur de beaux destriers de forme flamande. Derrière se tenaient les suivantes, chevauchant sur des haquenets, couvertes de housses amples et fort richement brodées. 50 hallebardiers fermaient la marche. Ils étaient commandés par le jeune chevalier de Berlaimont, que suivait un écuyer portant sa bannière. Celle de Jean de Luxembourg était confiée à un des chefs hallebardiers. Le petit cortège suivit ainsi la lisière du bois et arriva au riche village de Falampin. Guillaume Clanquet, à la tête de son clergé, attendait la châtelaine devant la porte de l'église abbatiale pour lui donner sa bénédiction, qu'elle reçut sans quitter sa litière. L'abbé, s'étant débarrassé de ses ornements sacerdotaux, enfourcha alors une belle mule et se plaça à la droite de la litière avec les 2 frères laids qui l'accompagnaient. La châtelaine traversa Canfin, Carvin et Épinois, où son cortège s'accrut encore de celui de Hugues d'Antoing, seigneur d'Épinois.
Quand la châtelaine arriva au château de Harnes, la 9e heure depuis minuit avait sonné. Tous les environs, les cours, les salles du noble Castel étaient occupées par des dames, des chevaliers, des gardes, des hommes de guerre. Là étaient des jongleurs et des bohémiens, ici des moines mendiant avec leurs besaces. Plus loin, des merciers et des vendeurs. Une foule immense de villageois du comté d'Artois, des châtellenies de Lille, de Douai et d'Orchy arrivait dans toutes les directions avec un air de joie et en habit de fête. Les trompettes, les clairons, les hautbois, les cornemuses mêlaient leurs sons discordants aux voix bruyantes de cette masse agitée. Les écuyers et les hommes d'armes du comte de Harnes établissaient les quartiers des chevaliers et des gardes sous des tentes dressées à l'avance. Le noble comte vint recevoir madame à la descente de la litière qu'on avait arrêtée dans la cour d'honneur. Quoique durs et empreints d'une sévérité habituelle, les traits de Louis de Harnes étaient beaux et réguliers. Son regard plein d'assurance annonçait l'habitude du commandement. D'épais cheveux noirs bouclés tombaient sur ses larges épaules. Sa taille était élevée. Ses manières avaient de la grâce et de la dignité. Il pouvait avoir 30 ans. Pendant qu'il complimentait madame la châtelaine, Hélène descendait de la litière en s'appuyant sur le brillant chevalier de Berlaimont. La beauté mirifique de cette jeune personne le frappa si subitement et si profondément qu'il put à peine achever son compliment. Il balbutia quelques mots sans suite et conduisit la châtelaine dans l'intérieur du château à travers des flots de dames et de chevaliers, mais trop préoccupés pour leur adresser la parole. Le tournoi, les fêtes, ces nobles hôtes, en un instant, tout fut oublié. Il n'avait plus d'autre pensée qu'Hélène, et déjà la jalousie le poignait contre le jeune Berlaimont, qui donnait la main à l'être extraordinaire qui, si subitement, l'avait maîtrisé. Je ne vous raconterai pas les brillants faits de cette journée. Il vous suffira de savoir qu'ils furent pendant tout l'hiver le sujet des conversations et qu'on ne parlait dans toute la contrée aux longues veillées que de la magnifique passe d'armes donnée au château de Harnes. Le comte avait été vainqueur de tous les combats, et vous devinez celle qu'il a choisie pour reine de beauté et d'amour, autrement dit du tournoi. Hélène avait obtenu cet honneur. Un an écoulé, tout était de nouveau en fête au château de Harnes. On y célébrait les relevailles de madame la comtesse Hélène, car le rang, la richesse, la valeur de Louis de Harnes avait ébloui la jeune fille, et elle était devenue son épouse. Le souvenir du jeune clerc avait souvent combattu dans son cœur la vive passion du comte. Mais son père, le seigneur d'Érigny, avait ordonné et Hélène avait obéi. Madame la châtelaine avait bien soutenu pendant quelques semaines les droits de son page chéri.
elle avait fini par céder aussi, autant par la crainte que lui inspirait le comte de Harnes, qu'à cause du rang auquel s'élevait sa filleule. On était au milieu du banquet. La vaste salle du festin resplendissait des feux de 100 bougies de toutes couleurs, jaunes, vertes, rouges, jaspées. Une vaisselle d'argent et de vermeil, de mets recherchés, de vins exquis couvraient la table qu'entouraient les nobles hôtes. L'hypocras et les vins parfumés avaient déjà exalté quelques têtes. Hélène, encore pâle des suites de sa récente maternité, assise en face du comte, faisait avec sa grâce ordinaire les honneurs du festin. Louis de Harnes était grave et sombre. Souvent son regard sévère trahissait quelque agitation secrète. Il avait su avant son mariage les causes de la résistance qu'Hélène avait opposée à leur union. Il avait su qu'elle aimait le beau page et qu'elle en était aimée. Depuis quelque temps, Gauthier était revenu à la ville sainte, ayant réglé de la manière la plus heureuse les affaires de la châtelaine. Le comte en était instruit, et la jalousie avait jeté dans ses idées un désordre effrayant. Le son d'un cor retentit par 3 fois. Et bientôt, le majordome vint annoncer qu'un ménestrel, revenant d'un pèlerinage à la Terre Sainte, demandait l'hospitalité. Je lui accorde, dit le comte. Invitez-le à venir s'asseoir à ce festin. Et comme voulant donner le change à ses idées, Ces chants, ces récits, rendront plus vive encore la joie de ce banquet. le pèlerin fut introduit. Ses manières étaient humbles, mais distinguées. Il portait un grand manteau d'étoffe noire, grossière, qui l'enveloppait entièrement et dont le collet rabattu couvrait son visage. Ses sandales étaient attachées par une lanière sur ses pieds nus. Sa tête était couverte d'un grand chapeau aux bords larges et garnis de coquilles. Enfin, il avait à la main un long bâton au haut duquel pendait une gourde. Son teint était basané. Une barbe épaisse quoique soyeuse et juvénile couvrait la partie inférieure de sa figure. Sa voix avait quelque chose de sombre et de concentré. Il s'approcha du comte avec modestie et s'excusa de ne point se découvrir à cause d'un vœu qu'il avait fait. Je respecte votre vœu, sœur Troubadour, Dit le comte. quoiqu'il soit contraire à nos règles de galanterie. Mais sans doute vous n'aurez pas fait vœu de silence. Et quand vous aurez, par quelques mets succulents et généreux, par quelques coupes d'Hippocras, réparé vos forces, vous ne me refuserez pas de célébrer par une romance la naissance de l'héritier de l'illustre maison de Harnes. Le pèlerin alla s'asseoir au haut bout de la table, à la place qui lui fut indiquée. Cependant, un sentiment de vague terreur s'était emparé d'Hélène. Ses regards avaient rencontré ceux du pèlerin. Et quoique leur expression fût changée, les yeux qui avaient brillé dans les siens étaient ceux qui, si souvent, s'étaient arrêtés tendrement sur elle.
L'inconnu était le clerc Gauthier. En apprenant le mariage d'Hélène, il avait été frappé si douloureusement qu'un désespoir profond s'était emparé de lui. Il en avait fait une grave maladie. Les soins, les attentions délicates de la châtelaine l'avaient conservé à la vie. Mais le bonheur avait fui à jamais de lui. Il voulait aller ensevelir ses jours dans un cloître. Et avant de s'éloigner, il avait désiré revoir une seule fois cette Hélène qui lui avait été si chère et qu'il adorait encore. La circonstance des relevailles lui parut favorable pour s'introduire dans le château. À l'aide du titre qu'il donnait, la porte ne pouvait lui en être refusée. Son costume, sa barbe, ses traits amaigris et souffrants devaient le rendre méconnaissable à tous, la châtelaine exceptée. Mais elle ne le trahirait pas. Sombre et silencieux au milieu de ces bruyants convives, il ne voyait qu'Hélène, sur qui, à la dérobée, se portaient ses regards. Sœur Ménestrel, dit le comte en s'adressant à Gauthier, qu'il observait avec une attention soutenue. ne voulez-vous point par quelque romance ou quelque joyeuse servante récréer mes nobles convives? Comte, ma voix affaiblie par les longues fatigues et par une grave maladie dont je suis à peine convalescent, ne saurait répondre à vos désirs. Comtesse Hélène, priez de se faire le sœur pèlerin. Sans doute il ne vous refusera pas. Hélène balbutia quelques mots en forme de prière, sans oser tourner ses regards vers Gauthier. J'obéis. Répondit le page, avec une sorte de chaleur. Et il commença ainsi. Francesca était la plus belle des filles de nobles de la principauté de Ravenne. Le pot avait vu les lauriers roses fleurir 16 fois, depuis que Guido da Polenta, son père, l'avait reçu dans ses bras. Paolo da Polenta était le plus beau des jeunes seigneurs de la riche Toscane. Il était instruit, brave, sensible autant que généreux. Paolo était le cousin de Francesca. Francesca aimait Paolo, et Paolo adorait Francesca. Ils s'étaient jurés de s'aimer toujours. Lancilotto Malatesta, homme dur et farouche, mais riche et puissant, demanda Francesca en mariage. Guido n'osa pas lui refuser. Elle devient la femme de Malatesta. Francesca aimait toujours Paolo, et Paolo n'en adorait pas moins Francesca. Un jour, ils lisaient ensemble comment Ginevra s'était prise d'amour pour Lancelot. Ils étaient seuls pendant cette lecture. Leur visage se colora, leurs cœurs battirent violemment, leurs bouches se rencontrèrent. Le livre fut oublié. Malatesta surprit les amants dans ce doux moment, et d'un seul coup, les tua tous les deux. Mais ce que l'amour avait réuni, la mort n'a mis séparés. Leurs âmes, comme de légères colombes, que le même désir rappelle au nid commun, s'envolèrent ensemble vers les cieux. Malatesta n'a pas goûté la douceur d'être aimé. Sœur pèlerin, trêve à cette romance. Interrompit vivement le comte. Ce banquet demande des chants plus gais. Gauthier reprit sur un ton plus léger et avec un rythme plus accentué, comme s'il avait mesuré sa voix aux accords de la mandoline.
gondolier, gondolier. Le fier Strozzi remplira ta barque de sequins si tu lui rends sa bien-aimée. Strozzi, qui avait vécu avec les Turcs devant Malte. Strozzi, qui commandait nos galères. Strozzi, la fleur de nos guerriers, n'a pu conquérir le cœur de sa femme. Gondolier, gondolier. Le fier Strozzi remplira ta barque de sequins si tu lui rends sa bien-aimée. Strozzi avait épousé la plus belle fille qui ait navigué sur nos lagunes. C'était Leonora de Castelfranco, aux yeux noirs, à la chevelure ébène, à la taille élégante des nymphes de Napoli. Gondolier, gondolier. Le fier Strozzi remplira ta barque de sequins si tu lui rends sa bien-aimée. Strozzi était un bon époux, quoique jaloux, mais Leonora ne pouvait l'aimer. Les honneurs, les richesses la flatteront peu. Il lui fallait un cœur qui comprit le sien, et Strozzi n'était point fait pour l'amour. Gondolier, gondolier. Le fier Strozzi remplira ta barque de sequins si tu lui rends sa bien-aimée. Un soir Leonora quitta le palais somptueux de Strozzi, et s'enfuit dans la barque d'un beau gondolier. L'amour ne se plaît point dans les palais, et ne garde pas pour les grands ses douceurs. Gondolier, gondolier. Le fier Strozzi remplira ta barque de sequins si tu lui rends sa bien-aimée. Insolent ménestrel, s'écria le comte, bouillant de colère. si je ne respectais les lois de l'hospitalité, tu recevrais sur le champ le châtiment de ton impudence audace. Sors à l'instant de ce manoir. Et garde-toi, sur ta tête d'y reparaître jamais. Le ménestrel se leva et, lançant au comte un regard où brillait la vengeance satisfaite, se découvrit. Il passa près de la comtesse de Harnes en gagnant la porte, et faisant allusion aux dernières paroles qu'Hélène lui avait adressées avant son départ pour Rome, il dit ce qui ne fut compris que d'elle. Sans plume, le clerc ne peut écrire. Quelques jours plus tard, Gauthier fut trouvé, expirant sur la lisière de la forêt de Falampin. Il revenait de la Neuville lorsque des assassins se précipitèrent sur lui. Après lui avoir arraché la langue, ils le frappèrent de plusieurs coups de poignard. Transporté au Plouy, il y expira. Et on trouva sur son cœur, soigneusement enveloppée, la plume qu'Hélène lui avait donnée au moment de son départ pour Rome. À cette triste nouvelle, la comtesse de Harnes ne put se tromper sur le nom de celui qui avait commandé ce crime. Une fièvre violente la prit, et 4 semaines après que l'on eut déposé Gauthier dans le cimetière d'Attiche, on descendait le corps d'Hélène dans le caveau où reposaient les fiers ancêtres du comte de Harnes. Quelques heures avant sa mort, Hélène avait secrètement prié la châtelaine, qui était venue la voir, de faire élever la petite chapelle à Attiche en souvenir de Gauthier, et d'y faire placer l'inscription « Sans plume, le clerc ne peut écrire. » Ainsi finit l'aimable conteur. Tandis que le château est en grande partie démantelé et ruiné par les démolisseurs locaux, la légende d'Hélène et Gauthier se prolonge bien au-delà de leur histoire tragique. En mai 2005, lors du carnaval d'Attiche,
un événement exceptionnel fut organisé par la municipalité, le comité des fêtes et l'association des amis d'Hélène et Gauthier pour baptiser le géant Hélène. Les rues résonnaient de chants et de rires alors que les habitants célébraient l'arrivée de ce nouveau symbole de leur communauté. Quelques mois plus tard, en septembre de la même année, Gauthier fit également son entrée sous les regards émus de la population. Son apparition fut accueillie avec la même ferveur et le même enthousiasme que pour Hélène. Ces imposants géants, façonnés avec grand soin et amour, nés de la passion et de la douleur, partagent la même année de naissance, le même poids et la même taille, symbolisant ainsi l'union indissoluble des deux âmes, destinées à être réunies pour l'éternité. Hélène et Gauthier, nés de la fibre de l'osier et de la magie du papier mâché, semblent émerger des profondeurs du passé, leur histoire étant gravée dans les pierres mêmes de la chapelle de la commune. Leur nom résonne dans les ruelles étroites, rappelant une époque lointaine où l'amour défiait le destin. Depuis leur naissance en 2005, ces géants ont acquis une place spéciale dans le cœur des mains jeux de carottes. Du haut de leurs 3,40 m, ils incarnent la grandeur de leur amour et la force de leur mémoire. Depuis lors, les amis de l'association atichoise veillent sur eux avec dévotion, les sortant costumés lors d'événements locaux pour perpétuer la mémoire de leur histoire et partager leur message d'amour et de fidélité à travers les générations. Et c'est ainsi que dans les rues d'Atiche, les pas des géants Hélène et Gauthier résonnent encore, portant avec eux le souvenir éternel de leur message intemporel d'amour et d'unité.